Salutations chercheurs de vérité. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui suscite généralement soit un sourire sceptique, soit un vif intérêt chez les amateurs de science-fiction. Nous allons parler de personnes de taille gigantesque. Cependant, ne tirez pas de conclusions hâtives en pensant que nous allons simplement raconter d'anciennes fables ou des mythes sans fondement. Dans ce travail, nous mettons volontairement de côté le mysticisme, les spéculations et les légendes non vérifiées. Ce qui nous intéresse, ce sont uniquement les faits. Des faits froids, durs et souvent inconfortables qui contredisent l'image familière du monde. Nous avons l'habitude de penser que les géants sont le fruit de l'imagination des conteurs anciens, une métaphore des forces de la nature ou de simples erreurs de traduction de textes anciens. Pourtant, la réalité se révèle parfois bien plus fantastique que n'importe quelle fiction. Imaginez que les preuves de l'existence d'une race de géants ne soient pas cachées dans des bunkers secrets, ni perdues dans des jungles impénétrables. Elles se trouvent littéralement sous nos yeux, dans les vitrines des musées les plus célèbres du monde, dans des collections privées et sur les pages de vieux livres. Il s'agit d'objets tout à fait matériels, des armes qu'une personne ordinaire ne peut même pas soulever, des livres de taille colossale et, plus étonnant encore, des restes biologiques face auxquels les normes médicales modernes ressemblent à des descriptions d'enfants. Ces artefacts prennent la poussière sur les étagères depuis des années. Des milliers de touristes passent devant eux. Les guides récitent machinalement des textes appris par cœur, mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour se poser une question simple et pourtant effrayante. Qui pouvait physiquement utiliser cela? Si nous mettons de côté nos préjugés et observons les expositions officielles du British Museum ou d'autres grandes institutions historiques avec un esprit ouvert, l'image du passé commence à se fissurer. Nous voyons des objets datant du 19e siècle ou d'époques encore plus anciennes, dont les dimensions ne correspondent absolument pas à la physiologie de l'Homo sapiens telle que nous la connaissons. Il ne s'agit pas d'une légère différence de taille, mais d'une différence fondamentale d'échelle. Et si l'histoire humaine n'était pas une ligne droite d'évolution du petit vers le grand, mais plutôt une histoire de coexistence, où nous n'étions pas la seule espèce intelligente? Et si les légendes des titans, des néphilim et des héros puissants n'étaient pas des souvenirs exagérés, mais une chronique documentaire d'une époque où nous partagions cette planète avec des êtres qui nous regardaient de haut au sens le plus littéral? Cette perspective change tout. Elle nous oblige à repenser non seulement l'histoire de l'architecture et de l'ingénierie, mais aussi nos propres origines. Les historiens expliquent généralement la présence d'objets géants par les termes rituels ou cérémoniels. Selon eux, d'immenses épées et mousquets auraient été créés uniquement pour la beauté ou l'intimidation, et non pour le combat. Pourtant, tout spécialiste des armes vous dira que même une arme cérémonielle doit être ergonomique. Elle doit pouvoir être tenue et maniée d'une manière ou d'une autre. Les artefacts dont nous allons parler portent des traces d'usage, des détails fonctionnels et des caractéristiques de conception indiquant qu'ils ont été créés pour une véritable main. Simplement, cette main était 2 voire 3 fois plus grande que la nôtre. Avant d'ouvrir cette boîte de Pandore et de toucher à une histoire interdite, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et d'avoir aimé cette vidéo. Votre activité est le carburant qui nous aide à déterrer la vérité que d'autres essaient si désespérément d'oublier ou de faire taire. Rejoignez notre communauté de chercheurs car nous devrons assembler ce puzzle ensemble. Nous commençons notre enquête non pas par des légendes vagues écrites il y a des milliers d'années, mais par ce qui a été documenté relativement récemment. Le 19e siècle nous a laissé un héritage étonnant qui semble aujourd'hui impossible. Et ce chemin vers la vérité mérite de commencer par des preuves d'archives inquiétantes et par un os en particulier, dont la simple existence met fin à la théorie de l'anthropologie standard. Si l'on consulte les archives des musées du monde, on peut trouver des pièces qui provoquent la stupeur par leur seule apparence. Parmi de nombreuses découvertes archéologiques, un fémur conservé dans une collection européenne se distingue particulièrement. Sa taille est telle que, placé verticalement, il atteint presque l'épaule d'un adulte moderne. Ce n'est ni un accessoire ni une sculpture, mais un véritable objet biologique. Une simple logique anatomique et la connaissance des proportions du corps humain permettent des calculs élémentaires.
Le fémur représente environ un quart de la taille totale d'une personne. Si ce fragment de squelette a une longueur comparable à la taille d'un adolescent ou d'un homme de petite stature, alors le propriétaire de cet os devait mesurer 3 voire 4 mètres de haut. L'existence de tels artefacts remet en cause l'échelle anthropologique habituelle. Il ne s'agit pas de cas isolés de défaillance génétique ou de maladies provoquant le gigantisme, où la personne souffre généralement de graves problèmes de santé et se déplace difficilement. À en juger par la densité et la structure du tissu osseux, ces êtres possédaient une musculature puissante et étaient parfaitement adaptés à la gravité terrestre. Ils n'étaient ni fragiles ni maladifs. Au contraire, leur force physique dépassait de loin celle des gens ordinaires. On en trouve la confirmation non seulement dans les réserves des musées, mais aussi dans les chroniques documentaires. Le 19e siècle fut une période unique. La photographie existait déjà, mais l'ère de la retouche numérique était encore très lointaine. C'est à ce siècle qu'appartient l'écrasante majorité des images représentant des personnes d'une taille phénoménale. Sur d'anciens daguerréotypes et des photographies en noir et blanc, nous voyons des hommes et des femmes à côté desquels les gens ordinaires ressemblent à des enfants. Leur taille dépasse 2,50 m et atteint parfois 3 mètres. Fait intéressant, sur ces photos, les géants sont souvent représentés dans des situations quotidiennes, se tenant calmement à côté de personnes de taille normale. La différence de dimension est tout simplement colossale. La tête d'une personne ordinaire atteint à peine la taille d'un tel géant. Il est également remarquable que des photographies de géants adultes aient été conservées, mais aussi celles d'enfants géants. Par exemple, une adolescente dont la taille dépasse déjà 2,40 m apparaît comme une véritable tour parmi ses pairs. Cela suggère que nous avons affaire à des représentants d'une population entière, et non à des mutants accidentels. Outre les restes biologiques et les photographies, l'histoire a conservé des objets dont la création n'est logique que s'ils étaient utilisés par des géants. Un exemple frappant est le fameux Codex Gigas, également appelé la Bible du diable. Ce manuscrit possède des dimensions et un poids si impressionnants qu'il faut l'effort de plusieurs hommes adultes pour le déplacer. Tourner les pages de ce volume est extrêmement inconfortable pour une personne ordinaire, alors que pour une créature mesurant 3 ou 4 mètres, ce format serait tout à fait standard, comme un petit manuel de poche pour nous. Une question logique se pose. Pourquoi créer un livre impossible à lire sans dispositifs spéciaux, à moins que son commanditaire et son lecteur ne possèdent les caractéristiques physiques appropriées? Le mystère du 19e siècle réside également dans le fait que c'est précisément durant cette période que l'on observe un pic de mentions et d'enregistrements de telles personnes, après quoi elles semblent se dissoudre dans le temps. Où ces dynasties ont-elles disparu? Pourquoi, au début du XXe siècle, cessent-elles pratiquement d'apparaître devant les objectifs des appareils photo, ne restant que sur de vieilles images fanées? On a l'impression d'avoir capturé la toute fin de l'ère des géants, leur dernier jour avant qu'ils ne sombrent définitivement dans l'oubli, ne nous laissant que des questions sans réponse. Les sceptiques pourraient objecter que les os peuvent être mal interprétés et que les vieilles photographies sont le résultat de jeux de perspective habiles ou de retouches de l'époque. Mais même si les preuves biologiques et visuelles peuvent encore être contestées ou qualifiées de faux, qu'en est-il des objets à usage purement utilitaire? Comment expliquer l'existence d'objets du quotidien et d'armes qu'une personne de constitution standard ne pourrait physiquement pas utiliser? Surtout lorsqu'il s'agit de choses nécessitant une motricité fine et une prise précise. Par exemple, des armes. Mais si l'on peut encore tenter de qualifier les os et les photographies de faux habiles ou de résultats d'anomalies génétiques, comment expliquer l'existence d'objets de culture matérielle qu'une personne de corpulence ordinaire ne pourrait pas utiliser physiquement? Lorsque nous entrons dans les salles des musées historiques consacrés à l'art militaire, nous découvrons un arsenal qui détruit complètement la théorie selon laquelle seules des personnes de notre échelle vivaient dans le passé. Il s'agit d'armes dont l'ergonomie est conçue pour des créatures aux paramètres physiques totalement différents. Habituellement, les historiens, confrontés à des questions embarrassantes sur des mousquets et des épées géants, utilisent une excuse standard. Ce seraient des armes murales ou des modèles cérémoniels destinés à décorer les murs et à démontrer le savoir-faire des forgerons.
La version des armes murales paraît plausible jusqu'au moment où l'on commence à analyser la conception du mécanisme de détente et de la crosse. Une arme murale, conçue pour tirer depuis un support, doit malgré tout être manipulée par un soldat ordinaire. Cela signifie que la poignée et la détente doivent être de taille standard, adaptées à une main et à un doigt humain. Or, les pièces exposées dans les musées d'Europe et d'Asie montrent exactement l'inverse. Les pontets de détente de ces armes sont si grands que non seulement un doigt, mais le poing entier d'un homme adulte peut y passer librement. La détente elle-même est située si loin de la poignée qu'il est anatomiquement impossible de l'atteindre avec un doigt de longueur normale tout en conservant une prise sûre. Pour tirer avec une telle arme, une personne moderne devrait actionner la détente avec toute la main, perdant le contrôle du canon. D'un point de vue armurier, c'est absurde, à moins que le tireur ne possède une main proportionnelle à ce mécanisme géant. Une preuve encore plus évidente que ces armes ont été créées à l'origine pour des géants, puis adaptées de manière artisanale pour des nains, c'est-à-dire pour nous, se trouve dans les crosses. Sur de nombreux fusils de taille colossale, on remarque des traces grossières de modification. Les crosses ont simplement été sciées ou raccourcies. Pourquoi détériorer une arme cérémonielle ou un chef-d'œuvre en coupant une partie? La réponse réside dans la physique élémentaire. La longueur de la crosse est calculée en fonction de la longueur des bras du tireur et de la distance entre l'épaule et la main. Pour une créature de 3 mètres, une crosse standard serait confortable, mais pour un soldat ordinaire, elle est trop longue. Il est tout simplement impossible de l'appuyer contre l'épaule et d'atteindre la platine en même temps. Il semble qu'à un moment donné de l'histoire, lorsque les géants avaient disparu ou que leurs armes étaient devenues des trophées, les nouveaux propriétaires aient tenté d'utiliser cette puissance. Mais en raison de l'impossibilité d'une prise normale, les crosses ont été coupées, transformant les longs mousquets en une sorte de pistolet géant, probablement utilisé depuis un support ou par 2 personnes. Une crosse sciée est une preuve directe. C'est un témoignage technique indiquant que l'ergonomie originale de l'objet ne prévoyait pas son utilisation par une personne d'1,80 m. Une situation similaire s'observe avec les armes blanches. Les musées conservent des épées à 2 mains, Zweihander et Claymore, dont le poids et l'équilibrage les rendent totalement inutilisables en combat pour une personne ordinaire. L'histoire officielle affirme que ces épées servaient à briser des pics, mais tout pratiquant d'escrime historique le confirmera. L'inertie d'une telle lame, à taille humaine, transforme le combattant en cible ouverte après le tout premier coup. En revanche, si l'on augmente la taille du porteur à 3 mètres, cette barre de fer prétendument impossible à manier devient une arme parfaitement équilibrée et mortelle, virevoltant dans les mains comme une rapière légère. Au Japon, il existe des katanas de plus de 2 mètres de long, attribués à des démons ou à des dieux. Mais la qualité de l'acier et de l'affûtage montre qu'il s'agissait d'armes de guerre pleinement fonctionnelles et non de symboles religieux. Tous ces objets, des détentes dans lesquelles un point peut passer, jusqu'aux épées capables de trancher un cavalier avec son cheval, dessinent l'image d'un monde où la guerre se menait à une toute autre échelle. Ces géants ne faisaient pas que combattre. Ils marchaient sur cette terre, laissant des traces littéralement imprimées dans la pierre, et construisaient des escaliers que nous devrions gravir comme des enfants essayant de monter sur la chaise d'un parent. Ces géants ne faisaient pas que combattre. Ils marchaient sur cette terre, laissant des traces littéralement imprimées dans la pierre, et construisaient des escaliers que nous devrions gravir comme des enfants. Si les armes et les eaux peuvent être dissimulées dans des réserves, il en va tout autrement des faits géologiques et architecturaux. La Terre elle-même conserve la mémoire des pas lourds, de ceux qui considéraient autrefois cette planète comme leur foyer. Partout dans le monde, de l'Afrique du Sud à l'Amérique du Nord, les chercheurs découvrent des empreintes dans des roches fossilisées qui correspondent parfaitement, d'un point de vue anatomique, à un pied humain, mais dont les dimensions déconcertent quiconque est habitué aux standards de l'anthropologie moderne. Il ne s'agit pas de dépressions floues que l'on pourrait, avec beaucoup d'imagination, prendre pour un caprice de la nature ou de l'érosion. Il s'agit d'empreintes nettes avec des orteils bien définis, une voûte plantaire et un talon. La longueur d'une telle empreinte dépasse souvent 1 mètre et atteint parfois 1,50 m. Les géologues qui rencontrent ce type de traces dans le granit ou le calcaire, dont l'âge se compte en millions d'années, se retrouvent souvent dans une impasse.
Pour laisser une empreinte aussi profonde dans une roche solide, la créature devait posséder un poids colossal, ou bien la roche était alors molle comme de l'argile. Mais même en supposant qu'il s'agissait d'argile, qui pouvait marcher pieds nus dessus il y a des millions d'années, avec un pied plusieurs fois plus grand que celui d'un humain? Encore plus intrigante est une découverte qui détruit totalement l'idée de géant préhistorique sauvage. Dans l'une des couches géologiques, on a mis au jour une empreinte ressemblant à une trace de chaussure. Le contour de la semelle est clairement visible et, plus étonnant encore, un talon. Ce n'est plus simplement une anomalie biologique ou la trace d'un primate inconnu. La présence de chaussures implique une technologie, une culture de production et une civilisation. Une empreinte de talon figée dans la pierre, que la science officielle date d'époques antérieures à l'apparition de l'homme, constitue une énigme technologique impossible à balayer comme une plaisanterie de la nature. C'est une preuve directe que les géants n'étaient pas seulement une partie de la faune, ils étaient des êtres intelligents, possédant peut-être un niveau de développement comparable au nôtre. Nous trouvons des preuves de leur présence non seulement dans la nature, mais aussi dans des villes que nous considérons comme notre héritage historique. L'architecture des anciennes capitales européennes, et de Saint-Pétersbourg en particulier, regorge d'étrangetés auxquelles nous sommes habitués à ne pas prêter attention. Si l'on observe attentivement certains bâtiments historiques, on peut voir des marches dont la hauteur est totalement inconfortable pour une personne ordinaire. Monter un escalier où chaque marche arrive au niveau du genou est extrêmement peu pratique. La biomécanique du pas humain exige un certain rythme et une hauteur de levée précise, mais ces escaliers semblent conçus pour des créatures aux jambes 2 fois plus longues que les nôtres. Il en va de même pour les portes et la hauteur des plafonds dans les anciens palais et temples. D'immenses portes de 5 ou 6 mètres de haut, dont les poignées se trouvent souvent au niveau de la tête d'un homme moderne ou ont été abaissées à des époques ultérieures, en disent long. Pourquoi construire de telles entrées gigantesques si la taille moyenne des habitants de l'époque, selon l'histoire officielle, était même inférieure à la nôtre? L'argument de la grandeur ne tient pas lorsqu'il s'agit d'éléments fonctionnels. La grandeur est une chose, mais ouvrir chaque jour une porte de plusieurs tonnes est un travail physique considérable. Pour un athlète de 3 mètres, cependant, une telle porte serait proportionnelle, comme l'entrée ordinaire d'un appartement pour nous. On a l'impression que nous vivons dans des ruines adaptées à nos besoins. Nous ajoutons des rampes, abaissons des poignées, divisons d'immenses salles en étages, essayant d'habiter un espace qui n'était pas conçu à l'origine pour nous. Nous sommes comme de petits locataires occupant une maison laissée par de grands maîtres. Ces incohérences architecturales suggèrent que de nombreuses villes anciennes n'ont pas été construites par nous de toutes pièces, mais restaurées ou habitées par l'humanité après le départ de leur véritable créateur. Ces traces nous mènent aux textes anciens. Il s'avère que nos ancêtres ne considéraient pas ces marches géantes et ces empreintes dans la pierre comme des anomalies. Ils savaient parfaitement qui les avait laissées. Ils les appelaient dieux, héros et titans, et les légendes de tous les peuples du monde en parlent, des tablettes sumériennes aux épopées slaves. Ces traces nous conduisent aux textes anciens qui, à y regarder de plus près, cessent de sembler être un recueil d'allégories et se transforment en chroniques d'événements réels. Il apparaît que nos ancêtres ne percevaient pas les marches géantes et les empreintes dans la pierre comme quelque chose de surnaturel ou d'anormal. Pour eux, c'était une partie de la réalité quotidienne, car ils connaissaient ceux qui avaient laissé ces traces. Dans la mémoire culturelle de chaque peuple de la planète, des traditions ont été conservées au sujet d'une race de géants vivant aux côtés des hommes. Si l'on assemble ces fragments épars de la mosaïque, une image globale du monde se dessine, dans laquelle l'humanité était loin d'être la seule et certainement pas la plus grande espèce intelligente. Tournons-nous vers l'épopée slave que beaucoup ont l'habitude de considérer comme un conte. Les bylines consacrés au bogatyr Sviatogor le décrivent non seulement comme un homme fort, mais comme un être dont le poids même la terre pouvait à peine supporter. Il était si gigantesque que le célèbre Ilya Mouromet, lui-même doté d'une force et d'une stature remarquables, pouvait, selon les légendes, tenir dans la poche de Sviatogor avec son cheval. Il est difficile de qualifier cette description de simple métaphore de la force. On y trouve des paramètres physiques concrets de l'interaction entre deux objets de taille différente. Un géant pour qui les arbres centenaires étaient comme de l'herbe, et un homme ordinaire contraint de reconnaître sa petitesse.
Nous retrouvons des récits similaires dans la Grèce antique. Héraclès, les fils de Poséidon, les Cyclopes, tous sont décrits comme des êtres dépassant largement la taille des Hellènes ordinaires. Dans les mythes grecs, les titans et les dieux ne vivent pas dans un monde céleste abstrait. Ils descendent sur Terre, se marient, font la guerre et fondent des villes. Une situation comparable apparaît dans les textes sumériens. Les célèbres bas-reliefs de l'ancienne Mésopotamie représentent des souverains et des dieux tenant des lions. Mais regardez attentivement les proportions. Le lion dans les mains d'un tel être ressemble à un chat domestique. Les historiens affirment qu'il s'agit d'une symbolique destinée à montrer la grandeur du roi sur la nature. Mais si ce n'était pas un symbole, mais un croquis documentaire? Si la taille de cet être était de 4 ou 5 mètres, alors un lion adulte semblerait effectivement petit dans ses mains. Les Anunnaki, selon les tablettes cunéiformes, étaient précisément cela, de grands créateurs puissants dont les capacités physiques semblaient magiques aux humains. Allons vers l'Orient. Les Védas indiens et le Mahabharata regorgent de descriptions de batailles impliquant des guerriers et des dieux de taille colossale. Les statues de Bouddha disséminées à travers l'Asie le représentent souvent comme un géant. On admet généralement que la taille de la statue reflète la grandeur de l'éveillé. Mais pourquoi Bouddha est-il toujours représenté avec des caractéristiques anatomiques spécifiques? Par exemple, des oreilles anormalement longues avec d'énormes lobes. Dans les textes, on trouve des mentions indiquant que la taille de Gautama Bouddha atteignait plusieurs mètres et que son apparence différait de celle des gens ordinaires. Peut-être que les statues taillées dans la roche ne sont pas un gigantisme religieux, mais une tentative de saisir l'échelle réelle d'un personnage historique appartenant à une ancienne race de grande taille. Les légendes d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord font écho à ce cœur. Les peuples autochtones racontent l'histoire de dieux blancs venus du nord ou d'au-delà des mers, qui étaient d'une tête, voire de deux, plus grands que les habitants locaux. Ils enseignèrent aux hommes l'agriculture, l'astronomie et la construction. Viracocha chez les Incas, Quetzalcoatl chez les Aztèques, tous sont décrits comme des géants grands, souvent barbus et à la peau claire. Il est étonnant que des cultures séparées par des océans et des millénaires décrivent le même archétype. Cela ne peut pas être une simple coïncidence. Regardons les colosses d'Égypte. D'immenses statues de pharaons assis sur des trônes, à côté desquels de petites figures de leurs épouses et de leurs enfants sont sculptées près de leurs jambes. L'égyptologie officielle nous parle de perspectives hiérarchiques. Une figure importante est représentée grande, une figure moins importante petite. Mais si les sculpteurs de l'Égypte ancienne avaient été des réalistes, s'ils avaient simplement sculpté ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux, des souverains géants et leurs serviteurs humains ordinaires, ou des parents d'origine mixte. Dans ce contexte, toute l'histoire ancienne apparaît comme une chronique de la coexistence de deux races de tailles différentes. Nous vivions à l'ombre des titans, nous apprenions d'eux, nous les servions et parfois nous les combattions. Cette hypothèse explique pourquoi nous éprouvons encore aujourd'hui un respect instinctif envers les personnes grandes et associons inconsciemment la grande taille au pouvoir et à la noblesse. C'est une mémoire génétique des temps où le monde était gouverné par ceux qui couvraient en un seul pas la distance qui nous en demandait 10. Mais s'ils étaient si puissants, possédaient des technologies incroyables, construisaient des mégalithes et régnaient sur des nations entières, une question logique et troublante se pose. S'ils étaient si grands et si forts, où sont-ils maintenant? Où a disparu la civilisation capable d'ériger des pyramides et de modifier le cours des rivières? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui seuls sur cette planète? Et pourquoi notre taille semble-t-elle minuscule comparée à celle de ceux qui ont marché ici avant nous? Peut-être que la réponse réside dans une catastrophe à l'échelle planétaire qui a modifié les conditions mêmes de la vie sur Terre. S'ils étaient si puissants, possédaient des technologies incroyables, construisaient des mégalithes et régnaient sur des nations entières, une question logique et inquiétante se pose. Où a disparu la civilisation capable d'ériger des pyramides et de modifier le cours des rivières? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui seuls sur cette planète et pourquoi notre taille semble-t-elle dérisoire comparée à celle de ceux qui ont marché ici avant nous? Peut-être que la réponse se trouve dans une catastrophe à l'échelle planétaire qui a modifié les conditions physiques mêmes de la vie sur Terre.
Il existe une hypothèse selon laquelle, dans un passé lointain, la pression atmosphérique de notre planète était totalement différente. Les chercheurs soulignent que le gigantisme était caractéristique non seulement des humains, mais aussi de la flore et de la faune. Nous découvrons des fossiles de libellules géantes, de fougères hautes comme des immeubles, et bien sûr de dinosaures. Une telle masse biologique n'aurait pu exister que dans des conditions de pression atmosphérique plus élevées, et peut-être avec une composition de l'air différente, plus riche en oxygène. Dans un tel environnement, le cœur peut pomper le sang à une grande hauteur et les os supporter des charges colossales. Mais si une catastrophe globale s'est produite, impact de météorites, déplacement des pôles ou destruction d'une sorte de dôme atmosphérique, les conditions ont changé radicalement. L'air est devenu plus rare, la pression a chuté et les géants sont devenus les otages de leur propre physiologie. Leur corps était trop lourd pour le nouveau monde et ils ont commencé à disparaître lentement, cédant la place à nous, des créatures plus petites et plus compactes, adaptées à une atmosphère légère. Il est possible que le processus de disparition n'ait pas été instantané. Peut-être que le 19e siècle, dont nous avons examiné les photographies, fut l'accord final de cette tragédie. Ces personnes sur les images, dominant la foule, ne sont pas de simples artistes de cirque, mais les derniers représentants d'une race en déclin, qui ont survécu à leurs ancêtres, mais étaient condamnés à disparaître dans un monde devenu étranger pour eux. Nous voyons leurs visages tristes, nous voyons comment ils tentent de s'intégrer à la société des petits gens, utilisant des meubles et des vêtements inconfortables. C'était une époque où le sang ancien s'est finalement dissous dans la nouvelle humanité, ne nous laissant que de rares traces génétiques sous la forme de personnes exceptionnellement grandes qui naissent encore de nos jours. Il existe aussi une théorie plus sombre, la guerre. Les épopées anciennes, de la Mahabharata indienne à la titanomachie grecque, décrivent des conflits dévastateurs utilisant des armes dont la puissance rappelle celle des armes nucléaires modernes. Peut-être que la civilisation des géants s'est autodétruite dans une lutte fratricide pour le pouvoir, et que nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu dans des terres ravagées par la radiation, rétrécissant et perdant les connaissances du passé. Cela expliquerait pourquoi nous trouvons des ruines de structures cyclopéennes impossibles à reproduire aujourd'hui, et pourquoi notre histoire est pleine de lacunes et d'âges sombres. Nous vivons sur les ruines d'une grandeur passée, sans en comprendre le véritable but, adaptant les palais des titans à nos besoins modestes. Alors, qui étaient-ils ? Étaient-ils nos ancêtres directs ayant subi une dégradation biologique ? Ou bien une branche totalement différente de l'évolution ? Une race intelligente parallèle avec laquelle nous avons partagé la planète pendant un certain temps. Ou peut-être que les partisans de la théorie du paléocontact ont raison, et que les géants sont le résultat d'expériences génétiques ou les descendants directs de dieux descendus des cieux. La science officielle n'a pas de réponse sans équivoque, car admettre leur existence exigerait de réécrire tous les manuels d'histoire et de biologie. Mais les faits sont tenaces. Les pièces de musée impossibles à cacher, les armes impossibles à soulever et les empreintes impossibles à effacer continuent de crier que le passé était totalement différent de ce que l'on nous a enseigné à l'école. Nous n'avons rassemblé pour vous qu'une partie de cette immense mosaïque. Il y a bien plus de questions que de réponses, et chaque nouvel artefact découvert ne fait qu'ajouter à l'intrigue. Et vous, que pensez-vous ? Où sont passés les géants ? Était-ce une catastrophe naturelle, une guerre ou le cours naturel de l'évolution ? Écrivez votre version dans les commentaires, votre opinion est vraiment importante pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo si vous voulez plus d'enquêtes de ce genre. Votre soutien nous aide à continuer. L'histoire cache encore bien des secrets. À l'écran apparaissent maintenant 2 vidéos. L'une sur les technologies mystérieuses du passé que nous avons perdues, et l'autre sur ce qui a réellement été découvert dans les glaces de l'Antarctique. Faites votre choix et poursuivez avec nous la quête de la vérité.